Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. En France, environ 1% de la population aurait un trouble du spectre de l'autisme. Pourtant, beaucoup de personnes ne sont pas encore diagnostiquées, principalement les femmes. L'appréciation des spécificités pour les femmes autistes est notamment influencée par des codes sociétaux qui empêchent une bonne interprétation. Aujourd'hui, nous comptons en moyenne 3,7 garçons diagnostiqués pour une fille. C'est pourquoi je suis heureuse dans cet épisode de donner la parole à une femme autiste au diagnostic tardif pour nous éclairer. Salut Frédéric! Bonjour Khadija. Merci beaucoup de jouer le jeu et de répondre aujourd'hui à mes questions sur l'autisme féminin. Avec grand plaisir. Si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la définition du trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. En fait, le trouble du spectre de l'autisme, connu actuellement sous TSA, est une altération de la communication et des interactions sociales. Actuellement, on parle de TSA, trouble du spectre de l'autisme. On peut rajouter des intérêts spécifiques, une communication très restreinte ou restreinte, des comportements répétitifs et une forte résistance au changement. Et j'aimerais aussi rajouter quand même une forte anxiété. Oui, c'est vrai que souvent ça n'apparaît pas forcément dans les terminologies, dans les définitions, alors que c'est quelque chose, en pratique, en tout cas moi en tant que professionnelle, que je peux vraiment voir de très répandu dans le trouble du spectre de l'autisme. Tout à fait, c'est même, j'allais dire, partie prenante, parce que c'est tellement tout le temps au quotidien, jour, nuit, il n'y a pas d'arrêt en fait dans l'anxiété, qui peut être fluctuante, plus ou moins selon le quotidien, mais qui est, je dirais, quand même très prégnante. Et donc toi, tu as été diagnostiquée, oui. Autiste, mais à un âge tardif. Oui, j'avais 46 ans. Ouais, donc à 46 ans, est-ce que tu peux me raconter comment t'en es venue à lancer finalement ce diagnostic ? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, comme on dit ? Alors en fait, mon histoire, elle est un petit peu particulière parce que j'ai 3 enfants qui présentent à plus ou moins haut niveau un TSA. Certains sont diagnostiqués, d'autres en cours, d'autres voilà. Donc ça a commencé comme ça, et ma meilleure amie que je connais depuis l'âge de 14 ans, qui a passé le plus clair de son temps à m'aider, à m'accompagner, à me protéger beaucoup. En fait, un jour, j'étais à mon énième burn-out, où je ne me comprenais pas, où je ne comprenais pas ce qui se passait, où je me sentais avec des capacités, puisque j'avais eu un premier étayage par une psychiatre qui avait parlé de haut potentiel intellectuel. Mais ça ne collait pas parce qu'en fait, l'autisme chez moi est un intérêt spécifique depuis que je suis adolescente, puisque j'avais vu Rain Man à 15 ans. Et j'avais été passionnée par ce film, et donc j'avais fait plein de recherches, plein. Et donc suite à ça, en fait, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans dans l'autisme, puisque j'étais secrétaire d'une consultation de diagnostic précoce. Et voilà, j'avais des spécificités, connaître les dossiers par cœur, par couleur, donc ça faisait un peu rire mes collègues. Et donc j'étais à mon énième burn-out, et là ma meilleure amie qui me dit « mais en fait, tu t'aperçois pas que tu es autiste ». Et donc j'ai trouvé ça, je me suis effondrée, mais quand je dis effondrée, c'est physiquement. Quand elle m'a dit ça, je suis tombée au sol. Oui, parce que ça résonnait en toi, parce que finalement tu t'es questionnée en te disant « ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé ?» ou parce que tu t'es dit « mais pourquoi elle dit ça ?» C'est-à-dire que ça a été « pourquoi tu dis ça ?» en fait. Et donc, j'ai commencé à faire j'avais fait une formation en hypnothérapie, et un des cas que j'avais eu m'avait fortement intriguée, une jeune fille qui présentait de prime abord une anorexie. Et je m'étais dit, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais évidemment, c'est à l'époque, on disait syndrome d'Asperger. Donc, je l'avais accompagnée sur le chemin du diagnostic. Et là, en fait, ce médecin en question, un jour, je la rencontre, et elle me dit, vous savez, il n'y a qu'un Asperger qui peut en trouver un autre. Et donc, ça faisait ma meilleure amie, ce médecin. Et donc, ce jour-là, j'ai dit à ce médecin, écoutez, fixez-moi un rendez-vous, qu'on soit fixé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis que je suis née. X temps. Voilà. Et là, donc, on a commencé les batteries d'examen, et ça a duré 6 mois, en fait, les rendez-vous, etc. Elle m'avait demandé à l'époque les photos de mon enfance, puisqu'à l'époque, on n'avait pas trop de vidéos.
Et pourtant, je date pas de tout en Oui, camon, j'allais mais dire, tu n'es pas si vieille, mais voilà. en même temps, Mais plus si jeune. Voilà, la cinquantaine, bien là. Donc, et là, en fait, j'ai commencé à faire le tri de mes photos de bébé depuis chez mes parents, qui étaient chez mes parents. Et je me prends une claque parce qu'en fait, sur aucune photo, je ne regarde ni la personne qui était avec moi sur la photo, donc en général mon père ou ma mère, ni l'objectif, ni rien. En fait, je le regarde dans le vide. Donc les premiers tests commencent et bon, j'ai compris au fur et à mesure que les tests se faisaient, où j'échouais et quelles étaient les raisons de mon échec en fait. Et donc ça a été très dur pour moi parce que ça a eu des répercussions très violentes. C'est-à-dire que je voyais que je partais sur ce diagnostic-là. Et effectivement, 4 janvier 2021, retour du compte-rendu et diagnostic de syndrome d'Asperger, niveau 1, posé. Le diagnostic est posé, c'est officiel. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te provoque à ce moment-là? Alors, je suis passée un peu par toutes les phases, c'est-à-dire que c'est un peu comme un deuil. C'est-à-dire qu'on passe par la colère, la tristesse, la résignation. Et puis après, on se dit, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Alors oui, beaucoup de colère, parce que si j'avais su avant, parce que tout revient en mémoire en fait. La scolarité, la relation aux autres, les difficultés, le mal-être, enfin, tout remonte en fait. Tout remonte à ce moment-là. Bon, en plus, j'ai une hypermnésie, donc ça a été facile de faire remonter plein de souvenirs. Et là, ça a été très très violent. C'est-à-dire que ça s'effondre. Ça s'effondre parce que tout est remis en question. La vie professionnelle, la vie perso, enfin tout. Est-ce qu'il y a, alors tout s'effondre, est-ce qu'il y a quand même un côté rassurant, un petit côté qui se dit oui, enfin, mais je sais. c'est pas, oui, enfin je sais, et puis c'est peut-être pas moi qui ai quelque chose qui va pas, c'est juste mon fonctionnement qui est différent. Exactement, c'est exactement ça, et c'est surtout se dire que en fait, enfin, je sais ce que j'ai. Et j'ai pas un autre diagnostic psychiatrique, parce que évidemment, selon les psys qu'on croise, ça va être elle est hyper dépressive, elle s'en sortira jamais. Tout à fait. T'en as eu des diagnostics justement là qui n'étaient pas bons dans ton parcours? Oui, dépressive, trouble de l'humeur, borderline, voilà, tout ça. Même, bipolaire, on m'a eu évoqué à un moment donné, donc là, je me suis pas trop reconnue, mais bon, je me suis dit peut-être qu'ils avaient que ça sous la main à cette époque-là. C'est vrai que professionnellement, moi j'en ai eu pas mal des témoignages comme le tien de ces parcours psy pour essayer de trouver d'où viennent les difficultés et de tous ces diagnostics qui sont tombés avant d'enfin arriver à ouvrir le diagnostic de l'autisme qui finalement est celui qui est le plus juste. C'est ça, c'est celui qui est le plus juste parce que effectivement, quand comme j'ai expliqué en amont, c'est mon intérêt spécifique avec la psycho, donc voilà. Et j'ai pu, à ce moment-là, dire, c'est tellement évident, en fait. Enfin, c'est tellement ça. C'est tellement ça, parce qu'évidemment, j'ai commencé à lire, à me spécialiser dans le syndrome d'Asperger au féminin, le TSA au féminin. Et là, des fois, je me disais, mais c'est pas possible, elle connaît mon histoire, elle a lu mon histoire, en fait. Elle connaît mon histoire, elle m'a écrit, quoi. Tu te reconnais. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est vrai que tu parles d'intérêt spécifique pour ceux qui ne savent pas forcément. Déjà, vous pouvez écouter le premier épisode sur l'autisme que j'avais fait. Mais c'est vrai que dans le trouble du spectre de l'autisme, on retrouve ce qu'on appelle des centres d'intérêt spécifiques qui vont être des sujets qui vont être prédominants dans l'intérêt, l'apprentissage, plein de choses pour une personne autiste. Exactement, en fait, c'est des heures et des heures à lire des documents sur un intérêt particulier. Alors, on parle de psycho, on parle... Enfin, je veux dire, il y a des personnes, c'est par exemple les trains, donc qui sont... oui, ça peut être les trains, la météo, comme ça peut être aussi l'histoire, ou le cinéma, la musique, ça peut être des choses un peu plus lambda, entre guillemets, qui sont un peu passe-partout, ce qui provoque justement, on discutera tout à l'heure, des soucis de diagnostic et qui font que ça reporte l'échéance. Mais donc, c'est vrai que il y a pas mal de centres d'intérêt. Et donc, toi, l'ironie du sort fait que ton centre d'intérêt spécifique, c'était le trouble du spectre de l'autisme. Et à l'époque, tu ne savais même pas que tu faisais partie du spectre. Et finalement, quand tu t'en rends compte, ça explique aussi sûrement tout l'intérêt que tu y portais. Exactement, puisque, alors, outre le fait d'avoir travaillé 20 ans dans une consultation de diagnostic précoce de l'autisme, je me suis beaucoup focalisée dans mes recherches, parce que c'est ça aussi, c'est des heures de lire des thèses de médecine, de lire des recherches médicales.
sur le profil féminin qui est quand même différent du masculin. Oui, c'est vrai, on va y venir, ouais, tout à fait. Donc, D'ailleurs, du coup, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'autisme au féminin, mais en nous basant sur les genres assignés à la naissance. Alors, évidemment, et on a pu le voir justement lors d'un événement que tu as pu organiser, Frédéric, qui était donc l'autisme et la diversité de genre, qu'il existe toute une diversité de genre dans le spectre de l'autisme. Mais là, pour notre réflexion par rapport à l'autisme au féminin, on va se concentrer sur les genres assignés à la naissance. exactement. Donc, sur l'autisme au féminin, on dit que souvent l'autisme féminin est sous-diagnostiqué. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, selon toi ? En fait, c'est une vérité. L'autisme au masculin est beaucoup plus prégnant parce que les filles ont ce qu'on appelle le camouflage. Alors, les petites filles, souvent, elles passent pour des petites filles réservées, hyper timides, avec des intérêts, on va dire, classique, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça peut être une petite fille qui adore les chevaux, mais qui va faire des recherches pour apprendre la couleur de toutes les robes, etc., etc. Donc, c'est des intérêts qui vont passer de manière un petit peu plus classique. Le comportement féminin est complètement différent, comme je viens de l'expliquer. Beaucoup de camouflage, des petites filles qui sont très, très sensibles, très réservées, très timides, avec une anxiété, certes. Des petites filles qui préfèrent s'isoler. Alors en disant cela, je me revois petite fille dans ma chambre et y rester des heures et des heures et des heures parce que c'était mon cocon. Oui, ta safe place. Ma safe place, exactement. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on passe un peu inaperçu, même à l'âge adulte, parce qu'on camoufle énormément, on fait ce qu'on appelle le caméléonisme. Alors, c'est un peu un terme, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on copie, en général, les copines autour pour les interactions, voir comment on fait avec les autres, essayer de comprendre, d'analyser. Les codes sociaux. Les codes sociaux. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on entend aussi souvent dans les raisons qui expliqueraient qu'il y ait plus de garçons diagnostiqués que de filles, c'est le fait aussi que les questionnaires de diagnostic aient été construits par des hommes pour des hommes. Par des hommes pour des hommes, à partir d'un public autiste masculin. Donc forcément, c'est biaisé. Il y a des choses qui sont biaisées et qui passent à la trappe. Exactement. Lors d'un colloque que j'ai fait, que je n'ai pas organisé, mais auquel j'ai assisté il y a maintenant presque 2 ans, les pontes de la médecine et de l'autisme disaient que les premiers tests pour les femmes ont commencé à apparaître en 2021. Oui, mais c'est pas tard du tout ça. Non, c'est pas... C'était hier, on va pas se mentir. Voilà, c'était juste hier matin. Donc, effectivement, plein de filles passent sous les radars parce que les tests ne sont pas adaptés. C'est ça. Donc, en fait, quand on nous dit qu'il y a moins de filles autistes que de garçons, c'est juste qu'il y a moins de filles diagnostiquées. Exactement. Il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas plus non plus, mais je pense qu'on est équivalent. Et puis, avec le temps, on le saura d'autant plus. Exactement. Parce qu'en réalité, c'est quand même assez jeune. Toutes les recherches sur l'autisme, les réflexions, quand on revient en arrière, c'est quand même relativement récent. Bien sûr. Et donc, d'après toi, quelles sont en général les raisons qui poussent certaines femmes vers un diagnostic tardif, un peu comme toi, en fait qu'est-ce qui pourrait se dire, tiens, ok, j'ai 40 ans passés ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça et je vais aller me faire diagnostiquer, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, des diagnostics tardifs. Oui, alors il y a beaucoup de diagnostics tardifs pour la simple et bonne raison, c'est qu'en plus, sans dénigrement de ma part, peu de professionnels de santé sont formés. Et oui. Donc inexorablement, ça passe à côté. Beaucoup de psychiatres ne sont pas formés à l'autisme au féminin. Et chez la femme, ce qui peut pousser à interroger, je dirais, un potentiel diagnostic de TSA au féminin, c'est surtout le fait qu'il y ait un mal-être persistant avec des burn-out successifs et le fait de se sentir un peu d'une autre planète, en fait. Oui, on m'a déjà dit, j'ai l'impression d'être un alien. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est de ne pas comprendre. En fait, c'est d'être dans un pays étranger sans connaître ni la langue, ni les routines, ni les habitudes, ni... Voilà. Donc là, c'est la porte ouverte à plein d'interrogations, en fait. Ouais. Et le regard des autres. Et le regard des autres. Souvent, effectivement, quand on ne répond pas à ces codes, derrière, il y a des regards qui peuvent être un petit peu dans le jugement et pas forcément bienveillants, malheureusement. Ah, mais complètement. C'est vraiment ça. C'est vraiment, en plus, le dénigrement. On peut aller jusque-là, parce que c'est pas facile d'être
considérée comme une personne instable ou dépressive chronique, voilà, c'est sans être, comment dirais-je, négative et méchante entre guillemets. Mais voilà, s'il y a une dépression récurrente, un mal-être récurrent, il y a quand même des questions à se poser. Oui, bien sûr. Parce que c'est peut-être justement l'arbre qui cache la forêt. Après, je pense que c'est important de savoir à un moment donné de quoi on souffre, parce qu'on adapte après. On adapte au quotidien sa vie. Et on a aussi tout intérêt à s'écouter. Ouais. Quand c'est pas possible, c'est pas possible en fait. Pour toi, c'est important d'avoir un diagnostic officiel pour pouvoir Oui, avancer. de savoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important parce que dans ce cadre-là, on met en place comment dirais-je, des stratégies pour déjà nous permettre d'avancer. Parce que voilà, un exemple tout bête, quand on n'est pas bien, qu'on est dans l'angoisse, on ne va pas aller se mettre au milieu d'un centre commercial avec la musique à fond, la lumière à fond, pour ne pas, par exemple, être dans l'angoisse avec du bruit, de la lumière, alors que déjà, à la base, on n'est pas bien. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on a, on va dire, bon, tant pis, on y va. Oui. Mais quand on sait, on dit, bon, non, là, on sait plus ou moins les routines à mettre en place, les outils qu'on peut, les accompagnements. Exactement. Et puis moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'un diagnostic, ça ouvre des portes, notamment avec la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Les personnes autistes ont des droits. Donc, quand le diagnostic est posé, ça peut aussi permettre de faire du bien. Oui, complètement. Et puis, quand on est accompagné, alors je prêche un peu pour, entre guillemets, ma paroisse, mais quand on est accompagné par une personne qui connaît le TSA au féminin, qui peut proposer un accompagnement bien précis, parce que, voilà, aller voir des psychologues, des psychiatres, parfait, je veux dire, c'est très bien. Mais quand ils ne connaissent pas le trouble en lui-même, c'est compliqué de recevoir un accompagnement adapté. Adapté, c'est ça. Après, je peux comprendre aussi les personnes qui ne veulent pas forcément d'étiquette ou de label et qui, parfois, ce n'est pas juste les personnes concernées, mais les parents qui commencent à avoir des signes chez l'enfant et qui sont un peu dans un déni en se disant, mais même si c'est le cas, je ne veux pas qu'il ait une étiquette étiquette toute sa vie. J'entends. Et c'est très légitime, je pense, comme sentiment. Et en même temps, quand on est du côté professionnel ou concerné, on sait tellement tout ce qui peut s'ouvrir une fois que le diagnostic est tombé qu'on a tendance à leur conseiller de se dire, l'étiquette, peut-être qu'on va te la poser, mais tu n'es pas obligé de la porter en étendard. Exactement. Et puis, en fait, c'est qu'une question de temporalité. Parce que, oui, effectivement, on n'est pas obligé de mettre sur le front autiste, je veux dire. Mais quand les prises en charge sont adaptées, quand au quotidien, on s'applique ou on applique à l'autre ce qui va lui permettre d'être bien, on a tout gagné. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur les raisons qui, en général, provoquent des diagnostics tardifs, j'ai pu voir qu'il y avait souvent des éléments déclencheurs, comme par exemple des ruptures affectives ou bien un épuisement professionnel. Alors ça, tu parlais tout à l'heure de ton énième burn-out. Et c'est vrai que ça, moi, en tout cas, avec les personnes avec lesquelles je travaille, etc., c'est quelque chose qui revient énormément. Le burn-out, qu'il soit autistique ou même dans le milieu professionnel, c'est un vrai sujet. Et parfois, c'est aussi la maternité. Donc, tu disais que tu avais des enfants qui sont concernés notamment par l'autisme. Et il y a ce côté miroir chez certaines personnes qui finissent par se reconnaître, mais sur le tard, parce que leurs enfants leur renvoient une image. Alors, en fait, c'était très particulier parce que quand j'ai eu mes enfants, par exemple, pour le premier, les premiers diagnostics qui sont arrivés, c'était plutôt dans la dysphasie, dysorthographie, TDAH, bon... On a évoqué... Oui, il y en a de plus en plus. On a évoqué le TSA que très tardivement. Donc après, il n'a pas souhaité le faire diagnostiquer officiellement, mais ça, c'était son choix. Il avait plus de 17 ans. J'ai respecté. Après, c'est vrai que pour tous mes enfants, j'ai accompagné toutes les prises en charge de manière guerrière. C'est-à-dire, quand le premier a eu suspicion de diagnostic, puisque à l'âge de 3 ans, le médecin traitant avait évoqué l'autisme, et j'avais dit non, il pointe du doigt, il montre ce qu'il veut, il n'est pas autiste. Voilà, les clichés. Et c'est vrai que pour moi, la solution, c'était de mettre tout en place
pour qu'ils puissent avoir une scolarité, entre guillemets, possible, pour avoir un travail possible et des rêves qu'ils puissent accomplir. Voilà. Il a eu cette possibilité-là. Et donc, pour le deuxième, ça a été pareil. Pour la troisième, pareil. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi. En fait. Ouais, ça t'a pas... Non, parce que, voilà, il y avait quand même une forme de bataille au quotidien et j'avais pas le temps de penser à moi-même, en fait. Ouais. C'est fou parce que tu es presque un peu un contre-exemple dans le sens où il y en a... Enfin, moi, j'en ai rencontré, en tout cas, professionnellement, qui viennent parce que c'est en diagnostiquant leur enfant qu'ils ont compris. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que, en ce qui me concerne, il y avait une forme d'oubli et de vouloir passer hors des radars. Ouais. C'est-à-dire que je ne pensais pas à moi et la focalisation, elle était sur mes enfants, en fait. Donc, effectivement, j'ai été très compétente sur les sujets de quelque chose, dyslexie. Ouais. Alors là, j'ai fait des recherches, voilà. Et tu savais à l'époque qu'il y a 80% de génétique quand même dans l'autisme? Non, je savais pas parce que j'étais passionnée par l'autisme, mais c'était plus par le fonctionnement que par les recherches en elles-mêmes. Oui. On était quand même encore à cette époque dans le truc c'est la faute à la mère. Ah oui, ça a été longtemps le cas. Et comme je ne me considérais pas comme pathologique ni quoi que ce soit, après oui, j'ai pensé à la génétique au fur et à mesure, mais en fait, je pense que je l'ai évincé pour me dire, là, le but du jeu, c'est pas de savoir d'où ça vient, c'est surtout de savoir comment je vais les sortir et leur permettre d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Oui, voilà. Mais tu as raison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce postulat de dire, oui, mais si il y a 80% de génétique, ça veut dire que c'est la mère qui l'a donné ou le père ou le grand-père, que sais-je. Mais la lignée, elle est faite chez moi. Il y a le grand-père. Tu vois. Voilà. Et mon diagnostic a permis à mon propre père de enfin se comprendre à 76 ans. Tu vois, donc finalement, lui, il rentre dans ce schéma-là de l'enfant diagnostiqué qui fait diagnostiquer. Lui, il rentre là-dedans. Voilà. C'est incroyable. Et c'est vrai que des fois, ça peut être culpabilisant pour les personnes qui se disent « Mais alors attends, parce que c'est moi qui ai été autiste, donc mon enfant est autiste parce que moi, je l'ai été. » Et en fait, c'est pas... on transmet pas une tare. Non. En fait, c'est vraiment quelque chose... C'est un fonctionnement différent. Puis il faut savoir aussi quand même, ce qu'il faut noter, c'est que à cette époque-là, mon fils aîné va avoir 30 ans, donc à cette époque-là, on parlait quand même beaucoup de garçons PSA. Et c'est vrai que je ne me suis pas sentie visée étant une femme. Mais oui, c'est pour ça que c'est hyper important le sujet d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand tu es une femme, tu te sens exclue du sujet parce que tu te dis, franchement, il y a quand même très peu de chance puisque c'est souvent et principalement des hommes, alors qu'en fait, c'est biaisé parce qu'il nous manque des diagnostics pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Et on disait quand même à l'époque, il ne faut pas l'oublier, que les femmes, quand elles étaient touchées par l'autisme, ou les filles, elles étaient très touchées. Il n'y a que depuis peu qu'on sait qu'il y a des TSA femmes sans déficience intellectuelle avec un niveau assez plus ou moins haut, donc avec des possibilités d'interaction, avec des possibilités et puis avec un camouflage intense. Oui, on en parle assez souvent, nous en tout cas de notre côté dans le métier, du côté handicap invisible. Et l'autre jour justement, on discutait du fait que il y avait des personnes avec la carte mobilité réduite qui ne peuvent pas attendre autant que les autres en caisse parce qu'il y a des milliards de stimuli, des choses qui leur créent plus que des angoisses, des grosses crises d'anxiété. Et en fait, ils se font regarder de travers quand ils passent devant les gens. Il y a très peu de temps dans un centre commercial où il y avait beaucoup de monde, il y avait des portiques de sécurité qui n'arrêtaient pas de sonner, je sais pas, un dysfonctionnement, et ça n'arrêtait pas. Donc entre la fatigue, la lumière, et ça qui sonnait sans arrêt, à un moment, je n'en pouvais plus. Donc j'ai osé sortir ma carte en disant, est-ce que je peux passer ? Et là, on m'a dit textuellement, il est où votre handicap ? Vous êtes sur 2 jambes ? Non, mais c'est ça, c'est que les gens assimilent le handicap à un handicap moteur, toujours. Et puis même, ils peuvent venir rabaisser ton handicap en te disant « moi aussi, j'en ai marre du son et du bruit, tu crois quoi ?» C'est ça. Mais en fait, la question, elle n'est pas là parce que sensoriellement, tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne autiste hypersensible. Exactement. Donc, les gens ne comprennent pas. Non. Donc c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, soyez bienveillants. C'est pas parce que quelqu'un a une carte prioritaire ou va vous dévoiler un handicap
qu'il faut que ce soit moteur, physique ou visible. Ça peut être un handicap invisible. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de remettre en question les personnes. Exactement, et puis tout se passe à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est complètement impossible de mesurer ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, quoi. Ouais. Même si quand c'est trop, je peux arriver à me balancer. Mais voilà, avant d'en arriver à me balancer, je fais en sorte de ne pas le faire. Ah oui, bien sûr, il y a de la compensation et tu vas essayer de retenir plein de choses, mais en attendant, plus tu retiens, plus tu peux exploser aussi. Exactement. Donc, c'est à double tranchant. Exactement. Et oui. Et en général, ça explose à la maison. Oui, parce que tu as appris avec le temps à camoufler. À camoufler. Ouais. C'est malheureux, mais donc voilà, pitié, travaillons tous ensemble pour mettre à l'aise le maximum de personnes, quelles qu'elles soient, et quelles que soient leurs difficultés. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut accompagner les femmes vers un diagnostic plus adapté pour peut-être avoir plus de diagnostics féminins? Alors ça, c'est la grande question actuelle. Moi, j'en discute beaucoup avec les personnes autour de moi parce que j'ai quand même un cabinet, je fais ces accompagnements-là. Et le problème qui se pose, c'est le manque de formation et de connaissance du TSA au féminin. C'est prégnant et dramatique. Donc, je suis bien embêtée pour répondre là, parce que je crois que... De peut-être former, justement, tu me dis, les organes de santé. Exactement, les médecins. Pas juste l'autisme, mais la spécificité de l'autisme au féminin. Exactement. Et peut-être aussi, éventuellement, de refaire les questionnaires. Complètement. Là, c'est en train de changer. Il y a des tests là, qui commencent à être sur le marché spécifiquement pour les femmes. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi toute la partie connaissance du TSA au féminin. Il y a vraiment une grosse part là maintenant d'informations à mettre en place, de formation, et ne pas oublier cette spécificité-là en fait. Quelles sont les difficultés qui peuvent être un peu plus présentes pour une femme autiste qu'un homme autiste, ou voilà, qu'elles existent pour elle et pas pour lui, ou bien qu'elles existent moins pour lui? Est-ce que ça se rejoint. En fait, on est de toute façon, c'est la même problématique, les communications restreintes. Enfin, j'allais dire, c'est pareil. Je pense que le seul hic, c'est que les femmes ont tendance à être plus normalisées. Parce que c'est d'être purement féminin, mais d'avoir cette capacité à pouvoir, et je remets encore ce mot, je suis désolée, il est très redondant, mais de se camoufler en fait, de pas montrer, alors que pour les garçons c'est beaucoup plus dans la force et dans le visuel en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr que certains hommes se camouflent aussi, mais c'est vrai qu'il y a une plus forte propension chez les femmes de camouflage. Oui, et puis je pense qu'il y a un amalgame qui est fait aussi avec les femmes qui sont tout le temps en surcharge, parce que c'est de la surcharge mentale. Oui. Parce que les enfants, la maison, le boulot, voilà. Et bien sûr, la charge mentale, oui, tout à fait. Exactement. Et en fait, chez la femme TSA, elle est d'autant plus exacerbée. Mais il va y avoir des biais de diagnostic, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a de l'influence, c'est clair. Exactement. On en parlait justement dans mon podcast sur l'endométriose, ce truc de... non, mais vous exagérez, c'est dans votre tête, les femmes, c'est hystérique, c'est les hormones. Donc en fait, tu peux avoir des milliards de soucis qui pourraient être diagnostiqués, mais c'est les hormones. Oui, et puis socialement, je pense qu'on est quand même préprogrammés, nous, femmes, à serrer les dents et à avancer, quoi. Ouais. Si je peux me permettre, pas qu'on est plus forte que les hommes, c'est pas du tout ça. Mais je pense que dans l'image de la société, il y a ça, en fait. C'est-à-dire que nous, les femmes, c'est les enfants, la maison. Oui, même si, d'accord, heureusement, on en sort de plus en plus, etc. Mais ça reste quand même ancré. On est bien d'accord. Des vieilles traditions, des vieilles habitudes, des modes de pensée qui, malheureusement, sont très, très ancrés. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser qu'on peut avoir des traits autistiques sans être autiste pour autant, bien sûr. Et que effectivement, quand tu parlais de la charge mentale des femmes, etc., quand il peut y avoir des signaux qui se brouillent en se disant waouh, il y a des choses en moi aujourd'hui qui n'existaient pas avant parce que je me sens plus hypersensible, j'ai développé des choses. Justement, ça peut être possible. Oui. Mais par contre, l'autisme, c'est vraiment le fait de revenir à l'enfance de quelque chose qu'on a depuis la naissance. Exactement. C'est-à-dire que voilà, c'est des enfants. Je revois les images, des photos de moi bébé où on voit très bien la fuite du regard, où on voit
voilà, des anecdotes que mes parents ont pu me raconter. Par exemple, je sais pas, le fait de ne pas pouvoir passer l'aspirateur dans la maison parce que je hurlais, je mettais la main sur les oreilles et je partais en courant dans ma chambre. Voilà, il y a plein d'autres facteurs et pas simplement une hypersensibilité due à la charge mentale actuelle. Voilà, il y a pas c'est une succession de choses qui font que, et on peut avoir des traits, encore une fois, et ça n'enlève pas la difficulté des traits en eux-mêmes, mais c'est quand même quelque chose de différent, donc attention de ne pas faire d'amalgame. Et surtout, ce qu'il faut, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la formation des professionnels. Oui, formez-vous. C'est ça, formez-vous. On va s'en arrêter là. Informez-vous, c'est important, s'il vous plaît. Exactement. Écoutez les podcasts, ça me fera toujours plaisir, un peu plus d'écoute. Et c'est vrai que, tu vois, on parlait des spécificités hommes-femmes, et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi le sujet des violences, en fait, qui, moi, pour le coup, m'a choquée parce que j'étais pas au courant. Mais grâce aux films différentes dont on a fait la projection débat, j'ai pu avoir l'information que j'ai vue sur une étude qui dit que 88% des femmes autistes signalaient une ou plusieurs violences sexuelles. Bien sûr, et pas que sexuelles, psychologiques. Ouais. Mais justement, dans les violences sexuelles, ils avaient inclus énormément de violences, pas juste le rapport pénétré ou le viol. Et donc 88% de violences sexuelles qui incluent le psychologique, etc. C'est énorme. Bien sûr, mais c'est en même temps énorme, dramatique et inquiétant. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la plupart des femmes avec TSA ont vécu des violences diverses et variées. De part, alors souvent on dit qu'on est trop gentil, trop naïve, mais surtout qu'on ne décode pas. C'est ça, ouais. Et le fait de ne pas décoder, c'est très facile de, entre guillemets, nous embobiner. Voilà. Et donc, ce qui, inexorablement, quand vous tombez sur des hommes ou des femmes, parce que c'est pas que l'apanage des hommes, qui ont des fâcheuses tendances un peu de... Alors, je vais pas aller jusqu'au pervers... Manipulation. Voilà, de manipulation mentale, sans aller jusqu'à narcissique, bien sûr. Mais c'est très facile de nous embobiner, entre guillemets. Donc, inexorablement, ça tend vers des choses violentes. Violentes. Ouais. D'ailleurs, là, je voulais dire que l'association francophone de femmes autistes, elle accorde beaucoup d'importance à ce sujet sur son blog. Quand je suis allée le consulter, je trouvais ça hyper intéressant, les informations qu'on trouve dedans. C'est grâce à eux, d'ailleurs, que je suis tombée sur cette étude. Donc, n'hésitez pas à l'AFA et ça, la personne qui travaille à l'AFA, Marie Rabatel, qui vraiment fait un travail exceptionnel sur ces informations-là qui sont primordiales et vraiment essentielles. Et il faut vraiment en tenir compte parce que c'est quand même énorme, 88% des femmes. C'est déjà trop. Exactement, mais c'est colossal. Trop, mais c'est colossal. C'est un nombre qui fait peur. Ouais, complètement. Il y a un travail incroyable à faire là-dessus aussi. Et comme Marie fait en sorte de promouvoir cette parole-là et elle le fait de manière... incroyable parce qu'elle va au ministère, c'est quelque chose qui est important et primordial. C'est bien, heureusement qu'il y a des personnes qui se battent pour partager le message. Exactement. Et puis faire connaître aussi, parce que peu de personnes savent que ça en est à ce point-là, en fait. Oui. Les gens vont avoir toujours tendance à diminuer en disant oui, bon, il doit y en avoir, mais dans la vie aussi. Exactement. Pour toute personne autiste, il y a beaucoup de femmes qui se font harceler au quotidien, etc. Mais là, on est quand même sur une proportion très haute et encore plus importante que sur le public ordinaire. Donc, il faut se questionner. On revient sur la bienveillance, attention. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de voir un petit peu le process et la vie de chaque femme autiste, parce que le stress post-traumatique lié à ce genre d'agression, souvent, est quand même pas tenu compte. Enfin, on n'en tient pas compte, en fait. On l'oublie un peu, ce stress post-traumatique, mais qui est juste la résultante de ça, en fait. Ouais. Tout à fait. Et j'encourage aussi aux personnes qui ont été touchées par des violences sexuelles, et des personnes autistes notamment, à s'orienter vers les centres ressources Intim'Agir, donc pour être écoutées, informées ou encore orientées par rapport à ce sujet-là. Oui, ne pas surtout en avoir honte. Ouais. C'est surtout ce qui est important, c'est qu'il faut en parler, parce que
C'est pas une honte. C'est pas une honte, vous n'êtes pas seul, la preuve, C'est ça. 88%, vous êtes C'est même ça. loin d'être seul, malheureusement. Oui. Donc, parlez-en et faites-vous accompagner et entourez-vous des proches tant que vous le pouvez. Exactement. Exact. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il te vient à l'esprit des choses que tu voudrais rajouter peut-être ? Je pense qu'il faut que les femmes qui se questionnent aillent vers une prise en charge, un diagnostic, et qu'elles ne sont pas seules, et que c'est important qu'elles puissent avancer pour se trouver, en fait. Ouais. Là, tu as l'impression, toi, d'être peut-être un petit peu trouvée. Moi, complètement. Moi, complètement. Ça a été dur, parce que, comme je l'ai annoncé, ça a été compliqué. Je suis passée par plein de phases de colère, de désespoir. Mais en même temps, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'a permis d'écrire mon livre, d'ouvrir mon cabinet et de pouvoir aider. Comme j'ai toujours dit, quand j'ai eu ce diagnostic, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi il me tombe ça sur la tête ? Et maintenant, je me dis que c'était pour aider les autres, en fait. Ouais, c'était écrit. Exactement, c'était écrit. Super, dis-moi en plus sur ton livre, du coup. Alors, ce livre qui s'appelle « Toi autiste », qu'on peut trouver sur Amazon, c'est un livre que j'avais commencé à écrire avant le confinement en 2020, donc avant mon diagnostic. Puisque c'était déjà, donc, comme je l'ai indiqué, mon intérêt spécifique est plus spécialement les femmes. Et donc, j'ai mis 3 bonnes années à l'éditer. Pas à le finir, mais à l'éditer. Et je l'ai fini suite à mon diagnostic. Donc, ça a pris une autre dimension. Et je n'avais toujours pas de titre. Et quand, en fait, j'ai annoncé à des proches mon diagnostic, ça a été « Toi ?» autiste. Oui, avec un bon point d'interrogation à la fin. Mais ça va, tu regardes, tu parles et tu te balances pas. Ok. Donc là, je me suis dit, waouh, il y a du travail à faire. Ouais. Mais vraiment, et en plus, même des gens du milieu professionnel médical. Donc là, je me suis dit, c'est plus qu'un travail, quoi. C'est vraiment il faut recommencer à zéro. Exactement, il faut vraiment recommencer à zéro. Et donc voilà, j'ai fini ce livre, je l'ai fait éditer, parce que c'est pas moi qui l'ai édité, je l'ai fait éditer. Et je me dis que, voilà, quand je l'ai sorti, si une personne est aidée par ce livre, j'aurais gagné. Ouais, t'as déjà réussi, quoi. Voilà. Ouais. Et je crois que la plus belle des récompenses, c'est quand, je sais pas pourquoi, un jour, je faisais des recherches sur mon nom et prénom, et je vois Frédéric Théron, autiste Canada. Et là, je me dis, oh, c'est trop chouette, il y a une homonyme qui travaille dans l'autisme au Canada, c'est génial. Et en fait, je me suis dit, tiens, tu vas cliquer dessus. Et en fait, mon livre a été reconnu comme livre de référence au Canada. Incroyable. Avec le docteur Isabelle Hainaut, avec Adine Lacroix. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est une belle consécration. Voilà. Franchement. C'est vraiment une belle consécration. Et c'est pour ça que je dis, en fait, tout ça, c'était parce que c'était écrit, que c'était sur mon chemin et que je devais passer par là. Donc, si je peux aider cette femme-là, une femme, qui va se dire, ça y est, je suis sur mon chemin, je sais ce que je vais faire, là, j'aurais gagné. J'aurais tout gagné. Tu as raison. Et d'ailleurs, toi, il y a eu d'autres livres qui t'ont aidé, qui ont été ces personnes pour toi, finalement ? Oui. J'aime beaucoup les livres. Enfin, le livre d'Adine Lacroix, qui est vraiment très chouette, sur le syndrome d'Asperger féminin. Parce qu'après, il y a ceux de Tony Attwood, mais c'est plus vaste. Hein, c'est garçons, filles, hommes, femmes. Et les livres... les livres de Julie Daché. Oui. Avec La différence invisible, qui est une BD qui, pour moi, parle énormément. Ah, mais là, ça fait consensus dans le milieu autistique. Donc, c'est vrai que, comme tu as évoqué tout à l'heure, dans Différentes, on voit aussi ce que c'est au quotidien. Ouais, c'est un super film aussi, je trouve, pour la représentation de l'autisme féminin. Il m'a vraiment bouleversée. La première, je l'ai vu 3 fois, et la première fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression de me voir à l'écran, en fait. Oui. Nous, ça a bouleversé pas mal de personnes qu'on accompagne, voire plus que bouleversé. Ah oui, moi, j'ai mis... c'est des petites crises C'était profond. Ah oui, très profond. Ça remue. Moi, ça m'a remué jusqu'au trip. C'est vraiment... j'ai revu même... quand on voit certaines scènes, je me suis revue complètement. Quoi. On vous le conseille donc. Oui, vraiment, si vous avez l'occasion de regarder le film Différentes. C'est génial, donc n'hésitez pas à le regarder. Merci encore, Frédéric. Mais je t'en prie, avec pour grand ton plaisir. temps et pour... vraiment ton histoire, que je trouve vraiment très intéressante. Merci. Et je trouve ça super parce que tu as à la fois la casquette de la personne autiste, mais aussi
de cette personne aussi qui va avoir le côté un peu psy, tu vois, qui arrive à déchiffrer, analyser, etc. Oui, Donc c'est assez intéressant le contraste. Donc merci encore et puis je t'en prie. À une prochaine. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur enoualorpodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.